bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Canap. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marc Fournier. Marc, bonjour. Comment tu vas? Très bien, super, Très bien. Impeccable. Aujourd'hui, on va parler beaucoup entrepreneuriat parce que Marc, c'est un vrai profil entrepreneur. Alors, je me suis noté quelques highlights en tout cas de ton parcours. Tu as notamment commencé par monter une boîte qui s'appelle Easy English, entre autres. Ouais. Après, tu as eu un parcours à la Silicon Valley. Tu as fait quelques années à la Silicon Valley où tu as monté encore des structures. On parlera peut-être aussi de Kangaroo Village aussi, que tu as vendu aussi. Et là aujourd'hui, ton actualité, donc tu as trois activités principales. Tu es professeur et directeur en fait à l'ESCP du master spécialisé entrepreneuriat. Tu es managing partner du coup chez Serena. Oui. Et la dernière activité, tu es un vrai entrepreneur et pour le coup, tu montes des business qui t'intéressent. Avec des équipes que j'aime bien. Avec des équipes que tu aimes bien. Absolument. Ok, waouh, quel parcours, ok, super, on est ravis de t'accueillir. Peut-être alors, on a compris un petit peu maintenant un peu plus ce que tu faisais. Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu de ton actualité, revenir sur un point, peut-être parler de Serena, parler de l'entrepreneuriat, comme tu veux. Écoute, c'est sympa, merci de me recevoir. Avec plaisir. Écoute, actualité du moment, je crois qu'elle est surtout autour de Serena. Ouais, ok. On a plein de choses. On est en train de lever des nouveaux fonds, des nouvelles thématiques. Donc on a lancé récemment un fonds dans le entertainment, un fonds seed dans le entertainment. On va continuer notre activité dans l'intelligence artificielle et le big data. D'accord. Et puis on a nos fonds un peu plus traditionnels qui font le digital de manière large. Et donc on est en train de clôturer notre 5e fonds. Très bien. Donc que des bonnes choses. Qui identifie en fait dans tous ces thèmes-là les startups dans lesquelles vous allez investir notamment? Ah bah écoute, on a deux équipes. On a une équipe operating qui n'aide que à l'exécution. Donc véritablement, le postulat, c'est de se dire, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui court le plus vite. D'accord. Et donc on met toute une équipe à disposition pour courir le plus vite possible. Et puis après, on a toute une équipe d'investissement avec des professionnels qui ont l'habitude de faire les due diligence, les chasses de dossiers, aller chercher les meilleurs entrepreneurs. Et puis ensuite rentrer dans une relation d'investissement, d'investisseur. Ok, ça marche. Voilà, que des bonnes choses. Ton rôle dans tout ça en fait finalement? Et mon rôle là-dedans, c'est une bonne question. Tu donnes des conseils. Quand je pars tard le soir, c'est d'éteindre la lumière. Ouais. Ok. Voilà, quand j'arrête tôt le matin, c'est d'allumer la lumière. Très important. Et voilà. Aérer un peu. Et entre les deux, bah, c'est à peu près tout. Donc je m'occupe essentiellement sur la partie investissement et puis je m'occupe de la relation avec les investisseurs. Parce que nous aussi on a des clients, ce sont nos investisseurs qui investissent chez Serena. Et donc mon rôle essentiel c'est de faire en sorte qu'ils soient heureux, de leur apporter de la performance et puis surtout beaucoup de transparence pour leur expliquer le métier, pour expliquer ce qu'on fait au quotidien. Et c'est des investisseurs qui sont de plus en plus regardants et s'intéressent de plus en plus sophistiqués. Donc j'essaye vraiment de leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent échanger en interne, comprendre notre métier au quotidien. Ok, c'est clair. On a le droit de parler un petit peu des participations de Serena. Tu peux nous donner quelques noms par exemple de participations Ah, écoute, il y en a une qui est star en ce moment, qui est dans le domaine du B2B, tout ce qui est gestion de base de données, c'est DataIQ. Donc ça, c'est devenu une licorne française, parce que voilà, plus d'1 milliard. Donc elle a été valorisée récemment à 1,4 milliard et on a revendu un morceau de notre participation à Google Venture. Donc ça, c'est une très très belle aventure qui continue et qui continue de manière très très soutenue. Et puis ensuite, tu as des derniers venus, Brigade, Proxy. Voilà, donc on passe beaucoup de temps autour des plateformes. On aime bien les plateformes, on aime bien des intermédiaires, des secteurs entiers d'activité. Des intermédiaires, ça ne veut pas dire détruire, ça veut dire permettre repenser plus de fluidité, plus voilà, aider les consommateurs d'un côté et ceux qui apportent de la valeur dans la chaîne de l'autre et de mettre à la fois les consommateurs et les créateurs de valeur en avant. D'accord. Alors après, moi j'ai envie qu'on revienne sur ton parcours d'entrepreneur qui est très riche justement d'enseignement. Comment tu as été amené en fait finalement à entreprendre? C'est quoi les éléments déclencheurs déjà au tout début? J'ai pas eu le choix. T'as pas eu le choix, ok. Voilà, donc depuis l'âge de 10 ans, j'entreprends.
Donc, 10 ans. Ouais, wow. voilà, il y a des gens qui ont des vocations à être médecin, d'autres à être pompier, d'autres à avoir. Moi, ma vocation, c'était d'être entrepreneur. Et quelle forme d'entrepreneuriat tu as eu à l'âge de 10 ans? J'habitais à côté d'un terrain de tennis. Il y avait 6 terrains de tennis et j'étais pas loin d'un prise unique. Donc j'allais acheter du Pulco et du Tesser. Et en été, je mettais de l'eau dans du Tesser et du Pulco et je revendais ça à 3 fois le prix aux joueurs de tennis qui étaient assoiffés. D'accord. Et donc j'avais tout un système de crédit et autres parce qu'ils n'avaient pas forcément d'argent. D'accord. Et donc j'avais mis ça en place et globalement j'ai été bien payé. Très bien, très bien. Donc voilà, je pense que c'est plus un état d'esprit. Bien sûr. Et donc ça c'était marrant et puis ça a enchaîné sur d'autres choses. Et finalement, après mes études, c'est tout naturellement que je suis parti, j'ai créé ma propre société. Et voilà, j'avais 30 ans quand j'ai eu mon premier chèque de mon premier employeur. Quand j'avais 30 ans, parce qu'on avait monté un incubateur qui avait été racheté par la Société Générale. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu mon premier bulletin de paye en tant que salarié. En tant que salarié, okay, ça devait te changer. Et jusqu'à maintenant, c'est moi qui avais signé tous mes bulletins de paye et c'était une expérience différente. Qu'est-ce qui t'a amené à aller directement à la Silicon Valley? Alors, ça remonte un peu maintenant, mais on est en 97. Je venais juste de revendre ma première société en France. Donc, j'avais fait des études de commerce à Paris, et école de commerce et de sciences politiques. Et j'avais monté une première société qui donnait des cours de langue, dont certains qui étaient pas loin d'ici dans des agences de pub. Il y avait Australie qui était à quelques... T'as rappelé des bons souvenirs. Quelques centaines de mètres d'ici. Okay. Et en fait, c'était là où tout se passait. Donc c'était un peu un mythe. J'étais en France, il y a des gens qui parlaient de la Silicon Valley, c'était moins connu que ça ne l'est aujourd'hui. Et en fait, il y avait quelques pionniers français qui revenaient en disant « Waouh, c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas ». Et donc, je suis parti avec mes valises, mon chien. Okay. Et je suis allé m'installer dans la Silicon Valley. Je suis arrivé et 3 semaines plus tard, j'avais mon premier job. D'accord. Mes premiers contacts et j'ai passé 5 ans auprès de gens absolument fascinants avec des technologies extraordinaires. Les premiers sites internet, le premier e-commerce. Tu as vécu ça directement de là-bas en fait. Absolument. Génial, tu étais de l'intérieur. En live. Okay. Et ça, c'était vraiment top. Et puis pour des raisons personnelles, en 2002, j'ai décidé de revenir en France pour installer la famille. Et j'ai continué tout simplement à entreprendre. Très bien. Est-ce que tu as des conseils à donner justement aux entrepreneurs, aux personnes qui se lancent? Je pense que oui, évidemment. Mais tu as maintenant un petit peu de recul sur les choses. Est-ce que tu as commis des erreurs que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui nous regardent de ne pas commettre ou des choses à mettre en avant au début d'un business? Alors des conseils, je pourrais en donner plein. Des erreurs, j'en ai une liste longue comme un bras. Et c'est bien. Donc dans le format aujourd'hui, je pense que je ne peux pas donner la liste de toutes les erreurs que j'ai commises. Non, par contre, j'ai une chose que j'ai jamais fait, c'est que j'ai jamais fait les choses à moitié. Et donc quand je me suis planté à 100%. D'accord. Et quand j'ai réussi à 100%. Et en fait, du coup, j'ai jamais vraiment eu de plantage. Parce que ça a toujours été de l'apprentissage. Et donc la logique de l'erreur ou la logique du fail, finalement, je trouve que ça aide énormément à grandir. Est-ce que l'expérience justement à la Silicon Valley t'a aussi aidé là-dessus? Parce que là-bas, le rapport à l'échec est complètement différent qu'en France aussi. Alors en France, on commence à admettre l'échec comme étant quelque chose de positif, petit à petit, donc les mentalités changent. Et effectivement, la première société, on m'a confié une société, je suis arrivé, 3 semaines plus tard, on m'a donné les clés d'une société que j'ai réussi à planter en 3 mois. Donc elle était financée. T'as réussi à la planter, J'ai réussi à la planter, mais hop, elle a été liquidée au bout de 3 mois. Okay. Et en fait, tous les gens avec qui j'étais, à mon conseil d'administration, qui étaient des gens assez haut placés, m'ont tous dit c'est génial ce que tu as fait, et ils m'ont tous reproposer des jobs derrière. Donc le plantage d'une boîte n'est pas une finalité en soi. Et donc c'est là où j'ai appris que c'était plus un apprentissage et j'ai vu que des gens autour de moi qui sincèrement disaient c'est génial que tu aies planté ça, je te veux maintenant que tu aies planté et que tu as appris quelque chose. Ok, tu as eu l'audace aussi quelque part de prendre des risques qui ont peut-être mené à un plantage mais
qui demain pourront... et je l'ai fait en transparence et je l'ai fait à fond, je l'ai fait à 100%. D'accord. Et ça m'a permis de rebondir. Donc tu es un homme de défis. C'est quoi tes prochains défis? Prochain défi, waouh, c'est une bonne question ça. Traverser de l'Atlantique. Traverser de l'Atlantique, ok, d'accord. Donc là, on n'est plus dans des défis entrepreneurial, on va dire à sens propre du terme. Là, c'est vraiment des défis perso. Des défis perso. Je crois que professionnellement, il y a encore plein de choses à faire, mais je crois qu'il y a encore plein de défis perso. Okay. Donc j'ai 3 super enfants qui avancent bien. Qui te challenge bien aussi. Et qui me challenge bien. Ce challenge-là, ils continueront tout seuls dans quelques années, mais plus dans très longtemps. Et donc après, il y a pas mal de challenges perso. Traverser de l'Atlantique en bateau, solitaire, ça me... Solitaire, ouais. Ça me plairait bien. Voilà. Traverser de l'Atlantique, c'est beau. Ok, on te souhaite en tout cas déjà de le faire et de le réussir. C'est cool. Oui, moi aussi, j'espère le réussir. Sinon, je ne reviendrai pas. On a envie de te revoir quand même, on a envie de te revoir. C'est sympa. Ok, après c'est vrai qu'on discutait de ça en off, mais moi ça m'a intéressé, tu lances aussi plein de business dans des choses que tu ne connais pas forcément. Donc tu sors un peu à chaque fois de ta zone de confort, tu parlais de fast-food, tu parlais de snacks, tu parlais de plein de choses, pas que dans la tech même. Pas que dans la tech. En fait, alors je donne des cours. Je suis entouré chaque année, j'ai une nouvelle promo. Donc moi, je n'ai pas l'impression de vieillir. Chaque année, je suis entouré de gens qui ont 25 ans. Ouais. Donc je me dis que j'ai aussi 25 ans. C'est très bien. J'ai enlevé les miroirs chez moi, comme ça, il n'y a personne pour me mentir. On n'en a pas trop ici non plus, ça va. Ça m'arrange. Okay. Mais globalement, l'idée, ce qui est marrant, c'est de redémarrer. Moi, ce que j'aime, c'est de partir d'une feuille blanche. Et donc, ce challenge de trouver une équipe, des gens bien, des gens avec qui on est, des gens avec qui on a envie de travailler, de partager un collectif, une aventure. Et cette aventure, voilà, je me vois plus qu'un aventurier qui repart de zéro avec une nouvelle équipe. Et ça peut être dans des domaines complètement différents, extraction de matières premières au Guatemala pour le monde du parfum et Bagel Corner qui a maintenant plus de 50 magasins en France et qui est en train de devenir numéro 1 du bagel en France. Très bien, très bien. Etc. Donc non, que des choses sympas et puis une volonté vraiment de redémarrer. C'est là où je prends le plus de plaisir. Et au-delà du coup des compétences avec les personnes avec qui tu bosses, c'est vraiment un état d'esprit, un feeling, un fit avec ces personnes-là? C'est un esprit de groupe, c'est un esprit de groupe, c'est un esprit de solidarité. Alors bon, j'ai fait 25 ans de rugby, ça se voit. Et je crois que là-dessus, je suis resté très équipe, très rugby, très les valeurs du rugby. Solidaire et dans une logique de tiens, on est autour d'un dîner, on a une bande de potes ou des gens qui s'aiment bien, on prend une feuille de papier, on écrit et on lance. Et ça c'est génial. Ok, génial. Hyper dynamique quoi pour le coup. Dynamique, excitant. Et c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Est-ce que tu as des routines le matin quand tu arrives, quand tu démarres ta journée? Est-ce que tu as une routine? Alors oui, j'ai plein de routines. Ok. Et j'ai mis en place beaucoup de routines. Tu peux nous en partager une de tes routines par exemple? Mais je passe 0 temps à réfléchir à m'habiller. Donc je m'habille dans le noir. Voilà, je prends la première chemise. D'ailleurs, ma fille l'a compris et donc elle s'amuse à changer mes chemises. Parce elle te met des looks complètement… C'est elle qui choisit. J'ai toujours les mêmes pulls, j'ai toujours habillé de la même manière. Je promène mon chien, je me réveille à la même heure, je promène mon chien à la même heure. Je fais toujours le même tour avec mon chien et ça me permet en fait de me concentrer sur des choses qui sont différentes. Qui sont importantes, ok. Importantes. Il y a des gens pour qui s'habiller c'est important. Pour moi, ça l'est pas, ça se voit. Okay. C'est très bien, ça passe nickel. Mais voilà, donc j'essaie de mettre ma bande passante sur des choses qui ont du sens pour toi. Qui ont plus de sens que d'autres. Et voilà, je prends du plaisir à sortir mon chien, mais j'aime bien réfléchir, je prépare ma journée comme ça. Est-ce qu'il y a une app mobile que tu utilises, une app de prédilection, vraiment un truc, tu as un vrai coup de cœur pour un service? Waouh, l'app. Alors, il y en a quelques-unes. Alors, je suis encore sur Yahoo. Voilà, tu regarderas dans les bouquins d'histoire ce que c'est que Yahoo. Ah, ça va. J'ai connu AOL. Mais donc non, je regarde toujours mes news, une partie de mes news parce que j'ai plusieurs sources, mais sur Yahoo. Non, et puis après il y a des apps dont on se sert tout le temps, les Waze et autres, mais
Voilà, donc classique. Les classiques, voilà, okay. J'innove pas beaucoup. Ça marche, non mais t'inquiète, tu innoves dans plein d'autres choses. Est-ce que la tech te fait peur? Waouh, non, la tech, non. Non, la tech, c'est juste une manière de faciliter un peu le quotidien, d'améliorer les choses. Je crois que de temps en temps, on se perd dans la tech. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui se perdent dans la tech. Il y a des mots qui font peur, intelligence artificielle. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont effectivement durs à comprendre par le grand public. Mais globalement, ça ne nous change pas qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Par contre, ça nous oblige à nous concentrer sur des choses, revenir sur des valeurs qui sont plus basiques. Voilà. Est-ce que c'est bien de passer 3 heures sur son téléphone par jour? Je ne pense pas, mais on le fait tous. Donc ça oblige à réfléchir différemment. Et chaque époque avait ses challenges. Mais clairement, la technologie, c'est le challenge du 21e siècle. Ouais, voilà, comment on s'en sert et est-ce qu'on s'en sert intelligemment? Est-ce que les réseaux sociaux, ça apporte plus que ça ne détruit? Je ne sais pas encore. Plein de questions. Voilà. Plein de questions. On a l'habitude de terminer les interviews en fait en demandant à notre invité le mot de la fin. Le mot de la fin? En un mot. Passion. Passion? Ouais. Ça résume bien les choses. Ça marche. Super Marc, en tout cas c'était un vrai plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir regardés. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag InterviewLeCanap. On vous dit à très bientôt. Salut les amis, ciao. Au revoir.